Centrale, lorsque le convoi de la primature ayant à son bord le Premier ministre et sa suite faisait acte de présence à Banéi, première instance de sa tournée qui lui conduira sur toute la géographie nationale, question d'entrer en communion et de se ressourcer aussi bien chez les siens qu'avec ses compatriotes et administrés, quelques mois seulement après sa brillante reconduction à la primature. Accompagné dans ce périple national, entre autres autorités, par le ministre délégué de l'Intérieur et des collectivités locales, Léoka Diongouni. Le Premier ministre a été reçu en triomphe le week-end écoulé par la crème des élites et autorités locales, forces vives et municipales, la population et le gouverneur de Biokonor en fonction, Salvador Savas Bolekia. Après un bain de foule, Eyate Tomi s'est entretenu avec ses administrés à la salle des conférences de Ouachacha qui affichait salle comme samedi. Une fois l'ordre protocolaire introduit, suite à la locution de bienvenue du maire de la localité, Jesus Rassokoukou. Place ensuite au discours du Premier ministre qui, d'entrée de jeu, a salué le civisme, la maturité politique et la massive concurrence de la population de Banéi aux urnes lors du triple scrutin électoral du 26 mai dernier qui a tourné en faveur du Parti démocratique de Guinée équatoriale et de sa coalition électorale. Avant de renchérir que sa visite rentre dans le cadre du plan de développement du gouvernement pour connaître de près les doléances et les insuffisances de la population et de leur localité, de même que connaître de près le degré d'avancement de certains travaux qu'entreprend le gouvernement sur toute la géographie nationale. Une fois terminé cet entretien, cette instance de Banéi a connu son point de chute dans les différents chantiers de la localité visités par le Premier ministre. Équato-Guinéens qui ont rallié Bangui, la capitale centrafricaine, le week-end écoulé, sous hautes instructions du chef suprême des forces armées nationales, Obenguema Mbazor. Un contingent de 200 militaires qui va s'allier à la FOMAC, la force de la mission de la paix en Afrique centrale, aux côtés du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Tchad, de la République centrafricaine et du Gabon, avec une seule mission, maintenir la paix en République centrafricaine, où les rebelles de la Séléka sont pointés du doigt accusateur d'être à l'origine de cette escalade et flambée de l'instabilité sociopolitique en République centrafricaine, un pays qui s'enfonce inexorablement dans le chaos et vit dans la tragédie depuis l'éviction en fin mars dernier du président François Bozizé. En présence du deuxième vice-président de la République chargé de la Défense et de la Sûreté nationale Théodore Obiangwema Biamangé, du ministre d'État de la Défense nationale Antonio Mbangionikwe, le président de la République a prescrit à ses forces armées nationales solidarité, discipline, honneur et fidélité dans cette lourde mission. Sauver la République centrafricaine au bord du gouffre, principal point d'orgue également d'un sommet des 10 États de la CAC aujourd'hui en N'Djamena au Tchad, sous la houlette du président tchadien Idriss Déby Itno, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Être une femme, c'est bien, mais être une femme dynamique, c'est encore mieux. Mieux valorisé ici au Palais des Congrès de Yaoundé par le ministère des Finances qui organise le séminaire des points focaux genre et des acteurs de la chaîne PPBS sous le thème « Outils et techniques d'intégration effective des aspects genre dans le processus de budgétisation de l'État ». Après la présentation des différents membres du point focal genre et des autres de l'administration, le représentant du ministre des Finances, Antoine Samba, rappelle aux populations camerounaises que la valorisation de la femme est une préoccupation du chef de l'État, Paul Biya. Le chef de l'État qui nous a donné des directives de tout faire pour qu'effectivement la femme camerounaise soit valorisée, nous a amené effectivement à prendre des dispositions pour que cette activité soit financée de façon convenable. Vous comprenez bien qu'en fait, quand il y a une politique publique qui est mise en œuvre, il faut des moyens pour la soutenir. Et si l'approche genre-volonté reste affirmée par le représentant du ministère des Finances, les résultats des élections du 30 septembre prouvent bel et bien de l'effectivité des 30% de femmes élues. Antoine Samba rassure les Camerounais que les femmes sont fortement attendues au poste d'administration. Vous savez, nous avons besoin des femmes dans tout ce que nous faisons. Et ça, c'est le chef de l'État qui nous l'a demandé et nous tous, nous voyons que les femmes sont indispensables.
Maintenant, il faut donner quand même un certain niveau à ces femmes. Nous savons que le niveau est déjà donné, mais nous pensons qu'en renforçant les capacités des femmes, c'est quelque chose d'utile. Nous attendons donc effectivement que ce séminaire soit une occasion pour que les femmes puissent aller davantage dans le cadre du renforcement de leur performance. La preuve que l'action gouvernementale interpelle également celle de la femme active. Deux diplomates reçus en audience par le ministre délégué aux relations extérieures chargé du Commonwealth, Joseph Dion Bouté. Au menu de la rencontre avec l'ambassadeur de Suisse au Cameroun, les préparatifs de la visite du président du Conseil des États suisses à Yaoundé. L'ambassadeur Claude Altermat lève un pan de voile sur cette visite. Le Conseil des États suisses, M. Filippo Lombardi, viendra ici au Cameroun le 18 novembre. Son vœu est de faire une visite en Afrique pendant la présidence qu'il assume à la tête du Sénat suisse. En Suisse, les présidents ont une présidence limitée à 1 année et le président de la Confédération est de la haute et de la chambre basse de notre Parlement, et M. Lombardi veut venir également en Afrique, et nous nous réjouissons qu'il puisse venir ici au Cameroun, notamment pour rencontrer le président du Sénat camerounais. L'audience d'une vingtaine de minutes a permis de revisiter les relations qualifiées d'excellentes entre les deux pays. Il était également question de coopération bilatérale entre le ministre Dion Bouté et l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Cameroun. Après la proclamation des résultats des élections du 30 septembre dernier, la plupart des observateurs ont jugé le scrutin calme et transparent. C'est également la position de l'Espagne que livre ici l'ambassadeur Marcelino Cabanas en Serona. La raison principale de ma visite était pour féliciter le peuple camerounais et le gouvernement du Cameroun par le déroulement des élections que je pense toute la communauté internationale et tous les observateurs ont vu comme une avance démocratique. Les résultats ont été publiés et consacrés par la Cour suprême hier et ça a été une occasion pour transmettre ma félicitation personnelle et les félicitations de mon gouvernement ici pour le déroulement des élections. Les deux hommes ont également discuté des investissements espagnols au Cameroun dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'agriculture. Le premier vol de la compagnie nationale est arrivé tôt ce matin en provenance de Jeddah avec à son bord 250 Hadji. Tout est bien organisé sur tous les plans. C'est ce qui nous a permis d'accomplir les rites dans de bonnes conditions, que ce soit à Minen, à Arafat ou ailleurs. Nous avons accompli les rites du Hajj dans de bonnes conditions. C'est ce qui est le plus important. Afin de faciliter le passage aux frontières des Hadji à leur arrivée, une aérogare spéciale a été aménagée. Nous avons été agréablement surpris par l'organisation. Entre les formalités douanières et la récupération de nos bagages, nous avons passé près de 30 minutes. Après l'arrivée de ce premier contingent, plusieurs autres vols sont attendus dans les prochaines heures pour rapprocher. Désormais au Gabon, si vous êtes agent de l'État, vous pouvez opter pour un départ volontaire ou pour une retraite anticipée. Mais attention, il y a des conditions à remplir. Ce programme devra permettre à certains agents de l'État qui souhaitent quitter l'administration de prendre un nouveau départ dans leur vie professionnelle. Ce programme a plusieurs facettes. L'une des facettes consiste à avoir une meilleure connaissance de ce qui est actuellement présent dans la fonction publique. L'autre facette, c'est de commencer à régler les problèmes, comme je l'ai rappelé, de retard dans les situations administratives des agents, ça a été fait, de préparation, de mobilisation des ressources pour payer les rappels qui correspondent à ces retards que nous avons accumulés. Le ministre du Budget vous confirme que les rappels vont commencer à être payés le mois prochain. Et puis, de permettre à ceux qui ne se sentent plus tout à fait à l'aise ou qui sont fatigués,
qui ont travaillé déjà longtemps, qui sont à 2 ans, peut-être pas plus de leur retraite, éventuellement de partir. Donc ce n'est pas une façon de jeter les gens dehors, c'est une opportunité. Vous remarquerez qu'on parle de départ volontaire. En clair, on ne force personne à partir, c'est la personne elle-même qui est intéressée, qui devra venir se rapprocher du programme, discuter avec les gens du programme et examiner si l'offre qui lui est faite correspond à quelque chose d'attractif, et dans ce cas-là, cette personne va partir. Pour le départ volontaire, comme pour la retraite anticipée, difficile de savoir combien ça coûtera à l'État. Nous sommes toujours dans cette phase de modernisation. Il s'agit de chercher à garder un volume de fonctionnaires qui est motivé, décidé à travailler, parce que si on reste, ça veut dire qu'on veut travailler, on ne reste pas pour se croiser les bras. Dans le volet départ volontaire sont éligibles les agents âgés de 41 à 55 ans ayant au moins 15 ans de service pour les civils, ceux âgés de 36 à 55 ans ayant au moins 15 ans de service pour les militaires, les agents en position de détachement et de mise en disponibilité. Pour ce qui est du volet départ anticipé à la retraite, il faut avoir 51 ans et plus, avec au moins 25 ans de service effectif pour les civils, et pour les hommes en tenue, avoir 36 ans et plus, avec au moins 20 ans de service effectif pour les officiers et sous-officiers, et 15 ans pour les militaires de rang. Enfin, les agents contractuels hors statut, la main-d'œuvre non permanente, les agents expatriés sous statut local, pour leur part, sont exclus de ce programme. Au terme d'un séjour de travail et d'amitié en île Maurice, le président de la République regagne Libreville. Le numéro 1 du Gabon est accueilli à sa descente par le Premier ministre chef du gouvernement. Plusieurs autorités civiles et militaires sont là. Le séjour mauricien du président Ali Bongo Ondimba s'achève sur une perspective d'échange et de partenariat prometteuse entre les deux États. Le Gabon et l'île Maurice partagent en commun leurs intérêts pour des questions de développement. Les deux États entendent promouvoir leur coopération bilatérale et l'étendre à plusieurs secteurs d'activité. Le service rendu par les médecins militaires de l'hôpital des campagnes médico-chirurgicales du Maroc, installé au stade Modibo Keïta de Bamako, est jugé satisfaisant. Le constat a été fait par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Ousmane Koné a salué la mission marocaine, les services de sécurité et de santé du Mali pour la bonne organisation en vue de la prise en charge gratuite des patients. La population est correctement traitée, les malades sont satisfaits. Le second objectif, c'est encourager l'équipe marocaine encore une fois, témoigner de notre reconnaissance pour les services qui sont offerts. Après environ 1 mois de service au Mali, l'affluence ne faiblit pas à l'hôpital des campagnes. On dépasse les 20 000 prestations, on a délivré plus de 15 000 ordonnances et on a opéré plus de 80 malades. Et Dieu merci, les suites opératoires sont sans incident. Et on a hospitalisé au voisinage de 200 malades qui présentent des affections médicales à différentes étiologies. Ça continue, il y a des hommes et des femmes, des civils, des militaires qui viennent du nord, du sud du Mali, de toutes les régions. Donc il y a vraiment de quoi être très très fier, il y a de quoi être très très réconforté, parce que ça traduit tout simplement une partie du travail que nous pouvons accomplir ensemble. Pour rappel, l'hôpital des campagnes médico-chirurgicales compte 24 médecins marocains qui opèrent dans divers domaines de la santé. Ouvert mardi 15 octobre dernier, l'atelier sur l'approche de l'écosystème pour la réduction de risques et de catastrophes s'est clôturé le vendredi 18 octobre au CEPAS dans la commune de La Gombe. Pendant 4 jours, les participants venus des différents ministères se sont appropriés les différentes réalités du changement climatique, de l'environnement et des préventions de risques de catastrophes naturelles, ayant assimilé le texte national, international et l'utilisation des outils pour la réduction de risques et de catastrophes et la gestion intégrée de ressources en eau,
le participant à cette formation en sorte avec des notions claires de gestion de l'écosystème. À cette même occasion, la création d'une plateforme sur la réduction de risques et de catastrophes naturelles a été envisagée et fonctionnera comme fonctionnent celles d'autres pays. Dans son mot de clôture, le secrétaire général AI à l'environnement a remercié le programme des Nations Unies pour l'environnement d'avoir pensé à organiser cet atelier. Pour sa part, le représentant du programme des Nations Unies pour l'environnement en RDC, M. Hassan, a rappelé que cette institution est là pour accompagner l'équipe des experts mis en place afin de parachever sa mission. Je voudrais tous vous féliciter pour avoir élaboré une feuille de route soulignant ainsi l'importance de la mise en place d'une plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes en RDC. Je suis d'autant plus heureux que cette feuille de route est réaliste et concrète. Aussi, je suis confiant que le système des Nations Unies présent en RDC et actif dans la thématique de la gestion des catastrophes répondront positivement pour vous appuyer dans vos démarches. Cela étant donné qu'il s'agit d'une priorité reprise dans le plan cadre d'assistance au développement pour 2013-2017. Pour sa part, le PNUE continuera d'apporter son soutien technique pour assurer ainsi l'intégration de la gestion des écosystèmes pour la réduction des risques de catastrophes en RDC. Vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale des anciens combattants au camp Tchatchi dans le chantier de construction des logements pour sous-officiers pour la 3e fois. Alexandre Loubantambo fait ainsi les suivis des travaux pour connaître leur évolution éventuelle. Selon lui, ces travaux se déroulent normalement en dépit de quelques difficultés de parcours. Il y a un petit état de besoin minimum qu'il a présenté, que nous croyons pouvoir satisfaire sous nos fonds propres pour que les ateliers puissent être dans un état de fonctionnement qui puisse doubler, ne fût-ce que cela, le rythme actuel de travail. Et nous vous promettons que d'ici la semaine prochaine, nous pourrons régler cela. 17 blocs de logements pour 2 familles chacun sont déjà en cours de travaux de finissage avant leur réception début novembre, affirme le vice-premier ministre Louba. Moi, je devrais remettre ce camp d'abord au commandant suprême qui est l'initiateur de l'idée et lui-même pourra déterminer qui et quand les gens pourront occuper. Ces logements en construction au camp Tchatchi dans la capitale et à Kindu dans le Manième confirmé soutient le commandant corps du génie militaire de FARDC, le général Saloum Mbilizi, le savoir-faire, le sérieux avec lequel ces travaux de type économique. Les corps de génie militaire sollicitent ainsi la budgétisation de ces chantiers plutôt que d'évoluer avec des interventions ponctuelles. Aussi, ces corps est-il confronté au problème d'entretien des sous-charents automobiles au-delà de la visite des ateliers fer et bois des fabrications de matériaux de construction qui ont sanctionné la visite du vice-premier ministre Louba sur le site de Makelele dans les installations de la fabrique de briques stabilisées. Deux corbillards, un pour la mosquée de Hamdalaï et l'autre pour la mosquée de la commune rurale de Pelengana, plus un important lot de moquettes destinées à la grande mosquée de Ségou. Ce sont là des dons de la fondation Cheikh Massour Haïdara pour les communautés de Ségou et de Pelengana. L'ensemble de la donation a coûté aux généreux donateurs 40 millions de francs CFA. L'initiative s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité. Nous avons fait ces gestes au nom de l'islam. La fondation va faire d'autres gestes les jours à venir. La cérémonie de remise officielle qui a regroupé les autorités administratives et politiques ainsi que plusieurs leaders religieux de Ségou a été une occasion pour le maire Youssouf Karamoro Simaga et le gouverneur de Ségou de saluer à sa juste valeur le geste. C'est le mois de solidarité, le mois où nous devrons partager autant que possible ce qu'il faut avec les personnes les plus vulnérables. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là aujourd'hui en tant qu'autorité. Au nom de la communauté ségovienne et de l'ensemble des musulmans de la région, Madame Seyd Touré a assuré d'une utilisation judicieuse du don de la fondation Cheikh Massour Haïdara.
fondation qui n'est pas à sa première donation et qui n'entend pas rester là pour soutenir les populations. Financé à hauteur de 300 millions de francs CFA, ce projet intitulé Yehougué comporte 2 phases. Une première qui favorise le retour des déplacés internes de San, Tomigna et Mopti dans leur localité par la prise en charge des frais de transport. Une deuxième intitulée Cash for Work, travail contre argent. Cette réinsertion socio-économique va se faire à travers le Cash for Work. Le revenu de ce Cash for Work va permettre à cette population, à cette couche défavorisée, vraiment de subvenir à certains de leurs besoins quotidiens. Pour la mise en œuvre de ce projet, plusieurs activités génératrices de revenus sont prévues en faveur de ces populations, parmi lesquelles la fixation des dunes, le surcreusement des mares, l'assainissement et le reboisement. Une initiative saluée par les notables et les autorités régionales de la cité des Askia. Les activités d'assainissement organisées à Bagoundje 2 sont le point de départ de ce projet. Le village de Bagoundje 2 est fier d'être les pionniers pour le lancement de cette activité. Nous remercions vivement les projets et particulièrement Indatier Monde qui va recevoir à travers son Cash for Work ces braves déplacés. D'une durée de 50 jours, ce projet a été financé par Caritas Allemagne et mis en œuvre par les ONG Enda Mali et Caritas Mali. Première étape de la visite ministérielle, la centrale thermique de Balengue. C'est le plus grand site de production d'électricité de Bamako avec une capacité de 45 MW. Ici, on s'active à réviser les différents groupes avant le début de la saison chaude. Une période au cours de laquelle la demande en électricité est forte. À la centrale de Balengue, ce qui retient plus d'attention, c'est le nouveau laboratoire. Unique en Afrique de l'Ouest et doté de matériel de dernière génération, ce laboratoire permet d'analyser la composition et la qualité du combustible. À la date d'aujourd'hui, on a un certain nombre de groupes en pendant la puissance totale avoisine plus de 25% de la puissance totale du parc. C'est des groupes qui sont à l'arrêt pour des révisions générales ou des réhabilitations. Et ce qui fait que cette situation a même obligé l'énergie du Mali à passer par la location de 40 MW qu'ils ont installés à Dakar et qui approvisionnent la ville de Bamako aujourd'hui. C'est suite à cette situation que j'ai instruit à la Direction générale de l'énergie du Mali de faire en sorte que l'ensemble des groupes soient disponibles d'ici fin février. Après le site de Balengue, le ministre Keïta s'est rendu à la centrale thermique de Sirakoro-Meguetana, deuxième étape de la visite. Ici également, les travaux de révision des groupes se poursuivent normalement. Le tour des installations a permis au ministre de l'Énergie de s'en rendre compte et d'insister sur le respect du planning. Une fois les différents moteurs mis au point, la centrale thermique de Sirakoro-Meguetana aura une capacité de 40 MW. Le constat général est positif, il est satisfaisant parce que j'ai remarqué que l'ensemble des plannings est suivi normalement. Une autre infrastructure à recevoir la visite du ministre Mamadou Frankali Keïta est la centrale hybride de Olesebougou. Un exemple reçu en matière de production d'électricité que le gouvernement entend étendre sur d'autres localités du pays. La partie solaire approvisionne la ville dans la journée jusqu'à 16h, 17h en fonction de l'ensoleillement et le thermique reprend le soir, ce qui nous permet de réduire sensiblement les coûts de production et nous sommes en train d'aller vers cette nouvelle technologie que nous sommes en train de doubler dans des villes comme Banka, Sokoro, Nara, Djema. Dernière étape de la visite ministérielle, le barrage hydroélectrique de Sélingué. Sur ce site, le ministre Keïta a constaté également le démarrage des travaux de révision décennale des 4 groupes qui alimentent le barrage. Cette infrastructure électrique a une capacité de 44 MW. Tous ces travaux de révision visent à répondre à la demande des populations. Une demande qui s'accroît chaque année de 18% selon l'énergie du Mali.